Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour Elena, est-ce que ça va? Ça va. Et toi? Ça va, merci. Bonjour Étagère, ça va? Bonjour, oui ça va. Aujourd'hui, Mage ne nous accompagne pas, il a du boulot à terminer. On va du coup se retrouver en comité à 3. En comité. En comité. Comme dans le film avec Jean-Claude Van Damme, là, Bloodsport. Oui, Comité. comité, ouais. Oui, ou le Red Bull Kudasai. comité si tu veux, il n'y a pas de problème. Le comité Kudasai. Cette semaine, niveau boulot, parce qu'on va embrayer directement, on a été plutôt chargé, hein, mine de rien, parce que, Oui. comme je vous ai dit, il y a Mage qui est toujours en train de faire le montage de sa vidéo pour lundi. On a eu la vidéo d'Étagère qui est sortie lundi sur les jeux trop bizarres pour être vendus. Oui, et je suis content, ma fille fonctionne correctement. Oui. Est-ce qu'elle fonctionne correctement? Non. Ah Mais c'est à cause de Valkyrie Elysium Ouais, qui a un ouais. peu flingué tout. Mais donc je pense qu'elle est un bon tremplin pour la vidéo de la prochaine qui va suivre. Ok, bon, ça me suffit, ça me suffit. Voilà. Mais non, mais sinon elle est très bien. Allez la voir, hein, cette vidéo. En plus, on parle beaucoup de Singe pour podcast dedans. On a essayé de rediriger les gens pour un coup qu'on publie le podcast directement sur la chaîne Iconoclast. Pour un coup qu'on parle de nous-mêmes et de ce qu'on fait. Oui, Plutôt que de gens qui nous payent pour parler de leurs trucs à eux. ouais, ça suffit au bout d'un moment. Ça suffit au bout d'un moment, Vous savez quoi? Ce podcast, il est sponsorisé par moi-même. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Iconoclast sur les jeux beaucoup trop bizarres pour leur propre bien. On a sorti sur Singe Pourpre une vidéo Qui fait le focus sur un des jeux un peu trop bizarres pour leur propre bien. qui est une extension de Oui. la vidéo qui Et, était sortie. je pense que j'aimerais bien généraliser ce procédé Oui, qui permettrait de créer une conversation entre... j'aime bien l'idée de créer un plus, tu vois. Genre, prends-en plus. bah, je suis d'accord, mais peut-être pas sur des cartouches NES obscures que... Je vois ce que tu veux dire. Non mais j'entends parfaitement bien, mais comprends-je. Comprends-je? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, mais oui, c'est vrai que le procédé est plutôt sympa. Donc du coup, Mage qui est malgré tout présent avec nous, c'est juste qu'il est sur du boulot. J'attends de toi pour lundi, concomitamment, Il faut que tu finisses Earthbound. consécutivement à cette vidéo que tu vas poster. Il faudrait que tu termines Earthbound pour en parler. Merci Mage, il nous a fait un pouce en l'air, il va le faire ce week-end. Merci beaucoup. Ah bah, amuse-toi bien, parce que je le connais bien le jeu. Il y a des passages pas très drôles. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi une vidéo sur le Steam Deck qui, normalement, au moment où vous écoutez cette vidéo, Ah non, est sortie. On est très très productif. Et oui, elle est sortie, c'est la première partie de mon test sur le Steam Deck qui est enfin sorti, qui vous parle d'une utilisation du Steam Deck pour monsieur et madame tout le monde, pour le grand public, à savoir celles et ceux qui ne seraient intéressés par le Steam Deck que pour jouer à ce que propose Steam dans oui. son expérience la plus vanilla possible. D'accord. Et en tout cas, en plus de ça, de cette vidéo-là, vous pouvez aller voir l'unboxing de la Steam Deck si vous l'avez pas encore vu. Pareil, sur Singe Pourpre. Oui, qui est plus rigolo qu'utile pour être Oui, honnête. alors, mais moi je suis très fier du travail accompli sur cette vidéo, sache-le. Oui, moi aussi je suis Dès qu'il faut faire des blagues, je suis Ouais, très mais fier. c'est une ouverture. Il y a des- C'est une ouverture vers le test. Il y a des ouvertures de carton et des coupages de morceaux de plastique à la clé. Oui. Donc si vous êtes fan de Kingdom Hearts, ça peut vous intéresser. Toujours au rang des vidéos, vous avez Étagère qui a sorti une vidéo Oui, également sur Chainsaw roulement de Man. tambour. Chainsaw Man. Tu veux nous en parler? Et attention, Ah. sur sa chaîne. C'est que là, ces temps-ci, Précis. j'essaye de reprendre des vidéos sur ma chaîne à un rythme de une toutes les 2 semaines, si j'y arrive. Autrement, je la repousse d'un week-end. Et disons que j'avais réfléchi à la manière de faire et je m'étais dit que faire des parallèles entre des films que j'ai vus, parce que je regarde plus de films que d'animés, et des animés que je finis par voir, parce que j'aime bien les animés, bah, c'était vachement sympa. Et c'est fou le rapport qu'on peut trouver entre Chainsaw Man et Massacre à la tronçonneuse, Mais c'est dingo. qui ont tous les deux des tronçonneuses. Non, et il y a ça c'est Mickey. Et il y a un plan de Massacre à la tronçonneuse dans l'opening de Chainsaw Man. Dis donc, c'est dingo. Waouh. Bah écoutez, si vous voulez aller voir tout ça, vous allez sur la chaîne d'Étagère également pour vous faire votre petit plein de Weebistery. En attendant d'enchaîner à la suite, je vous rappelle que vous pouvez penser aux 5 petites étoiles sur votre service d'écoute préféré, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Si vous écoutez ailleurs,
pensez à vos indices de notation maximale, parce que je ne les connais pas tous. Si vous écoutez sur YouTube, bah pensez au petit pouce en l'air, aux petits commentaires, avec le bisou aussi, ça fait toujours plaisir. Les bisous en commentaire, c'est à consommer sans modération. Alors les bisous en commentaire, c'est un pas de plus loin de l'enfer. Exactement. C'est écrit dans la Bible. Toujours dans le cas des rappels, bah il y a le point Patreon, voilà. Si vous voulez nous soutenir financièrement à partir de 3 € par mois, vous pouvez faire un tour sur le Patreon Iconoclast qui vous permet justement, vu qu'on parle entre fans de podcasts, vous pouvez accéder à des podcasts exclusifs à la plateforme. Il y en a 2 qui sont sortis actuellement, un sur Immortality et un sur Cyberpunk 2077. Un entre mon très cher Brandon et moi sur Immortality et un autre entre Mage et moi sur Cyberpunk 2077. Et on en a plein d'autres évidemment qui sont prévus sur des jeux qu'on a déjà joués sur Singe Pourpre ou pas du tout. Parce qu'on n'en a pas parlé encore de Cyberpunk 2077. Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Cyberpunk sur Singe Pourpre. Le point abonnement et bilan de la semaine, c'est fait maintenant, je t'en prie, étagère. Et c'est moi qui le lance cette fois-ci. Je reprends mon contre qui est le premier que vous entendez normalement. Est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo? À quoi as-tu joué cette semaine, Elena? Ah, mais c'est un joker direct. Tu crois quoi? Que je vais dire à rien? Ah non, je ne pense pas que tu vas dire à rien et je t'invite, parce que moi je t'ai vu jouer à un jeu, t'étais juste à côté de moi, nos bureaux sont à côté, je sais que t'as joué à un jeu. Figure-toi que j'ai joué à 2 jeux. Incroyable. Alors j'expédie direct le premier, Pokémon Écarlate. C'est vrai? Sans déconner? La boîte rouge. Oui, c'est ça, c'est Écarlate. Donc c'est pas Pokémon Rouge, attention, c'est Pokémon Écarlate. Mais comme on a la boîte anglaise, nous ce sera Scarlet. Yes. Parfait. Comme Scarlett Johansson. Comme Scarlett Envy, la drag queen. Je t'en prie. Voilà, j'ai joué un peu plus de 2 heures à ce jeu-là. Et attention, c'est mon premier Pokémon de la vie. Oui, c'est vrai qu'une fois on a eu cette conversation, c'était il y a longtemps, on avait discuté de Pokémon, je t'avais demandé ton avis, et t'avais dit que... Non. Voilà. Pour faire court, non. Moi j'aime bien te poser des questions sur des trucs comme ça, et tu réponds non, genre... Et du coup, tu penses quoi du portage Switch de Hogwarts Legacy? Non. Mais pour le petit contexte, c'est parce qu'Elena, elle est soviétique. Ah, carrément. Elle est pas simplement russe, elle est carrément soviétique. Et que dans la mère patrie, tout ce qui est culture occidentale, c'est pas le genre de choses que tu as vraiment envie de porter, tu vois. Donc... malheureusement, les Pokémon, tout ça, c'est un peu trop éloigné. Alors, blague à part. Alors, rien à voir. Rien à voir. Pour le coup, la folie Pokémon, elle était bien présente aussi. Hein. C'est juste moi, je l'ai esquivé de toutes mes forces. Genre, le poney pas mal, d'accord? Mais quand moi, 6 ans, je voyais les enfants complètement fous de Pokémon, incapables de faire quoi que ce soit d'autre, même moi, à mes 6 ans... Attention, à mes 6 ans-là, je me disais non. C'est pas bien. Non, c'est pas possible. C'est pas normal. Je m'éloigne de la lumière du Christ. Je veux pas me laver mon brain à ce niveau-là, donc... Ouais, je m'approche pas. Même si j'ai eu une petite période en mode... J'ai eu quand même une affiche avec les Pokémon, donc il y a un petit passage de Pokémon qui s'est passé dans ma vie. Genre Ponyta, tout ça. Mais... J'ai jamais regardé le dessin animé, j'ai jamais joué au jeu, donc j'ai fait tout pour esquiver. Elena est née boomer. J'ai joué à Pokémon pendant 2 heures cette semaine-là. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est un jeu des flemmards, donc c'est tout. Un jeu de flemmard. Oui, c'est les gens qui ont envie de rien faire, ils prennent le Pokémon et ils passent leur temps dessus. Donc, je répète, Elena est née boomer, donc... Voilà. Mais ils sont mignons, les Pokémon, donc... Et pour appuyer ce discours de Elena est née boomer, quel était ton second jeu? Vas-y, je t'en... Pour la peine, je vais continuer à jouer à Pokémon. D'ailleurs, si je joue à Pokémon, c'est parce que Florian veut absolument que j'y joue. Alors, et qu'il m'a pourchassé pendant 3 jours. C'est quand que tu joues? Je vois que tu sélectionnes la vérité comme ça t'arrange, en coupant aux endroits où il faut. Je vais donc me permettre de compléter pour une meilleure compréhension. Oui, je lui cours après pour qu'elle joue. Oui, je veux qu'elle joue, mais parce que, dans le cadre du test, j'aimerais qu'on profite du côté coopératif de Pokémon Écarlate et Violet, madame.
et que vous êtes la seule avec qui je peux faire ça, dans la mesure où il y a Gentil Piac là qui est en train de me regarder, de me toiser, et qu'il y a l'autre là du oui mais moi dieu de la guerre, Kratos, Atreus, j'adore quand on n'arrête pas de me backseat. Gentil Pierre. Je t'en prie ton deuxième vœu, Léna. Bah déjà, attends, laisse-moi finir avec le premier. Hein. J'ai pas tout dit encore. Préparez-vous. Bah, je vais quand même jouer encore un peu pour voir si c'est si terrible qu'on dit, hein, sur Internet. Moi, je vais debug. Ouais. Jusqu'à là. En 2 heures de bug, c'est beaucoup quand même déjà. J'ai eu des paupières de mon personnage qui ont clignoté au moment extrêmement crucial de cinématique avec le Pokémon légendaire. C'était magnifique. Et mon deuxième jeu, bah, c'est Tactics Ogre Reborn. Où c'était dur. Là, je suis à peu près à quoi, 15 heures? Un peu plus, 16 heures peut-être de jeu? Où c'est dur. C'est beaucoup quand même. Hein. Oui, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est un jeu qui t'écrase. C'est autant, tu vois, tu dis je suis né boomer, mais autant ce jeu-là, oula, il est sorti d'un siècle dernier aussi quand même. Hein. Oui. Et c'est vrai. Effectivement. Et c'est vrai. Je ne peux pas aller contre cette logique. C'est difficile. Hein. C'est pendant les premiers 5-6 heures, t'es en train de te demander mais qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire qu'est-ce que ton personnage il est en train de faire en fait? Parce que... C'est la question que je me suis posée avec Pokémon aussi, mais oui, je t'en prie. C'est quoi la quête? C'est quoi le but? C'est comment je joue déjà? Parce que il te balance plein d'infos dans le premier combat que tu zappes complètement. Mais surtout, ils te disent, bon, vous pouvez faire ça, ça, ça et ça, pour comprendre comment ça fonctionne pour de vrai, aller dans le guide. Donc il faut te déplacer dans le menu, chercher et lire. Et bien évidemment, tu oublies tout ça. Et c'est, on va dire, 5-6 heures après le début du jeu que tu te dis « Ah, mais en fait, je crois qu'ils m'ont dit d'aller quelque part lire. Comprendre ce qui se passe dans le jeu. » D'accord, donc je suis allée. À partir de ce moment-là, c'est un peu plus facile. Mais, encore, il y a tellement de choses, en fait, dans leur menu, c'est incroyable. Il faut vraiment passer ton temps à regarder ce qu'il dit. Il y a des choses du scénario que tu peux trouver uniquement dans le menu. Dans ça s'appelle genre les échos, ton historique, grosso modo. Le jeu, il surveille un peu ce que tu fais et il te rajoute des bonus de l'histoire qui sont disponibles uniquement là. Et si tu regardes pas là-dedans, tu peux passer à côté des choses, des faits qui peuvent t'aider à faire tes choix, par exemple. Parce que oui, le jeu, il te propose des choix à faire. Voilà, mais le plus impressionnant, c'est que ça reste quand même en tactical RPG. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'attend pas qu'en tactical va te laisser faire des choix de dialogue et qui vont en fait créer des sortes d'embranchements dans le scénario. Et pour le coup, là... Il est très, très typé. C'est violent. 90, hein. C'était la grande mode à l'époque. T'as des embranchements, par exemple, dans l'Engrisseur. T'as des embranchements dans... J'allais dire ce jeu qui est sorti en plusieurs épisodes, qui existe sur Saturn. Le titre me revient plus, mais c'est un autre tactical RPG japonais. Le nom va me revenir et je me sentirais un peu stupide, mais ça m'étonne pas en fait que la direction que prend ce jeu-là en particulier. Mais c'est violent. Encore au début, tu te dis ok, il me laisse discuter avec des gens, choisir une approche plus ou moins gentille, d'accord, ça va donner peut-être des résultats plus tard, mais tu arrives à la fin du chapitre 1 qui est constitué de 7-8 combats à faire, et tu te rends compte que tu as encore un choix à faire, et là, les répercussions, c'est direct. On te dit, bon, vous partez sur un chemin 2, grosso modo, sur un chemin 3, l'histoire, elle change, mais de tout à tout, quoi. Et tu te dis, waouh, d'accord, je m'attendais pas à que ce soit tout de suite, et que ce soit si dur. Et le plus drôle, c'est que, pareil, peu importe le choix que tu fais, tu regrettes. Mais en tout cas, ça y est, après à peu près 12 heures de jeu, j'arrive enfin à comprendre comment je dois jouer à ce jeu et j'arrive à me sentir à l'aise. Ça y est, j'arrive à battre les ennemis correctement. Bon bah bravo. Félicitations. Félicitations. Merci. C'était dur. Et alors, étagère? Oui. À quoi tu as joué toi? Ah bah moi j'ai remonté un PC pièce par pièce, je me suis dit tiens C'est un jeu ça? Non mais attends, ça peut. Il y a une fin à ce... Je me suis dit ouais je vais remonter pièce par pièce un PC, du coup j'ai chopé plein de pièces sur le bon coin. Oui j'ai tout acheté d'occasion vraiment, mais le plaisir de l'aventure quoi. Si ça se trouve il y a des trucs qui marcheraient pas mais je m'en foutais. Je trouve ça va péter. Non ça va parce que j'ai pris que des vendeurs avec des indices de confiance très très élevés. Ça m'a pris un petit peu plus de temps pour cette raison, mais j'ai eu un tarif relativement raisonnable et j'ai monté un PC, mais... Tu peux donner le prix?
Ah, 300 balles en tout. Pas mal. Avec des specs de... C'est pas des gros specs dedans, hein. Tu sais, c'est une RX 580, la carte graphique, c'est l'équivalent d'une 1060, quoi. Ouais. J'ai dedans, mon processeur, c'est un Ryzen 5. C'est vraiment, mais c'est des specs de 2016, peut-être 2017. Mais je suis content, je joue à des jeux en 1080p avec, je suis très très heureux. J'ai relancé BioShock hier. Et là, j'ai commencé, c'est Parkasaurus, qui est un jeu de gestion de parc d'attractions. Mais c'est un parc animalier, mais que de dinosaures. Et tu peux faire porter des chapeaux fromage à tes dinosaures. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Tu vois, là, non, mais je me suis remonté un PC parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de jeux indés qui n'existent que sur PC et auxquels j'aimerais bien jouer. Parce que c'est un... Le mode de consommation sur PC est tellement différent du mode de consommation de jeux vidéo sur console que se passer d'un PC, c'est quand même se priver de toute une partie de l'expérience. Ouais. Et que je vais jouer le jeu jusqu'au bout. À mon avis, il y a beaucoup de jeux indés qui demandent pas des configs extrêmes. Donc, voilà. Inscription, oui, typiquement. Je pense pas qu'ils demandent beaucoup plus que ce que j'ai actuellement. Non. Il est pas ultra gourmand. Surtout sur la partie 2 où c'est un jeu en 2D, donc ça va. Voilà, mais par exemple, j'ai monté ce PC pour jouer à Lisa. Le jeu Lisa. Avec Lisa? Alors non, pas avec Lisa, mais jouer à Lisa. Et je suis en train d'y jouer, j'ai la config nécessaire pour le capturer en même temps, c'est chouette. Ok, très cool, super. Et toi? Moi, écoutez, cette semaine, j'ai joué à Pokémon, beaucoup Pokémon Écarlate. Ouais. Et beaucoup Bioshock 3. Bioshock Bayonetta 3. Je sais pas pourquoi, c'est ton Bioshock qui m'a induit en erreur. Ça me fait plaisir. Hein. Mais non, c'est pas Écarlate, toi. Je vais commencer par... C'est pas Violet? Violet, pardon. Violet. Pokémon Violet. Je vais peut-être commencer par Bayonetta 3, que je peux renommer maintenant aussi Bayonetta Train. Bayonetta Train? Parce qu'il y a une transformation démon train. J'aime cette idée. Après le Godzilla, le train. C'est typical japonais, ça. Oui, j'ai pris une photo, je te montrerai. Ouais, avec plaisir. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime toujours autant. Par contre, je serai un peu plus mesuré par rapport à la dernière fois où j'en avais parlé, donc littéralement la semaine dernière. Je suis à presque 8 heures de jeu, donc je crois que je suis à peu près la moitié du jeu, je suis à 9 chapitres. J'ai terminé 9 chapitres. J'aime toujours autant jouer à Bayonetta, avec Bayonetta. Je trouve très rigolo le côté infiltration avec Jeanne, et c'est bien que ce soit extrêmement anecdotique avec elle, parce que en vrai, si tu creuses un peu, il y a des problèmes, mais bon, la mise en scène, elle est cool. Je serais un peu plus mesuré sur le personnage de Viola, que je n'apprécie pas trop. En tant que personnage, il est sympa. Manette en main, j'aime pas trop, parce que elle a le gameplay de l'arme que j'aimais le moins déjà dans les Bayonetta, à savoir katana. Ok. Mais c'est marrant parce que moi je jouais que au katana. Ouais, mais là du coup en fait ce qui est gênant, et c'est vraiment uniquement sur ce point que ça me gêne, c'est que le witch time. Oui. Pour esquiver dans Bayonetta, et donc activer le witch time avec Bayonetta, vous appuyez sur ZR. Jusque-là on est d'accord. Vous voyez, c'est la gâchette arrière, l'équivalent de R2 sur une manette PlayStation 2. 3, 4, 5, bref, R2. Et vous aviez le bouton, du coup, R, qui sert à plein d'autres choses, hein, notamment de pouvoir faire une garde. Vous appuyez 2 fois sur R, vous foncez sur l'ennemi. Jusque-là, tout va bien pour Bayonetta. Pour Viola, c'est pareil. Vous appuyez sur ZR pour faire une esquive, vous appuyez sur R pour faire une garde, mais, et c'est là que c'est perturbant, l'esquive ne fait pas de witch time, la garde oui. Ce qui fait que d'un personnage à l'autre, j'inverse ZR et R pour faire le witch time, et c'est insupportable. Parce que il faut à chaque fois que je me réhabitue à prendre des nouvelles habitudes en fait de jeu pour appuyer sur une touche et pas une autre pour activer un witch time qui est indispensable, sinon tu te fais marave la gueule, surtout sur les chapitres un peu plus avancés, et de me dire que je dois intérioriser, d'appuyer sur garde de Viola pour activer le witch time au dernier moment, parce que c'est la garde au dernier moment cette fois-ci, c'est plus l'esquive au dernier moment, c'est pénible. Et une fois que tu as terminé le chapitre, tu repasses sur Bayonetta, et tu as gardé cette vieille habitude à la con, ce qui fait que pendant un moment, j'appuie sur garde pour faire des witch time, au lieu d'esquive. Ça m'énerve grandement. Le jeu est plein de qualités, mais j'aurais pu me passer des phases de gameplay avec Viola. Et je trouve qu'elles sont là, en plus même scénaristiquement, pour le moment en tout cas,
pour rajouter du temps de jeu. Surtout que je vois le plot twist derrière, parce qu'elle est très liée au personnage de Lucas. Je vous en dirai pas plus, mais je vois un peu le plot twist. On pourra en discuter si tu veux hors podcast étagère. Sinon, pour Pokémon Violet, moi j'y ai joué pour le coup 18 heures. Donc je suis à 18 heures de jeu sur Pokémon Violet, donc j'ai beaucoup joué à Pokémon. Ah la vache. Quand même. Ouais. 18 heures et j'ai 4 badges. 3 badges. Ouais, j'ai beaucoup traîné. Je me perds beaucoup aussi. Je sais pas dans quel sens aller. J'essaye de trouver les Pokémon dominants pour développer les compétences de mon Miraidon. Parce qu'il y a que comme ça, quand il mange des sandwichs, il récupère ses pouvoirs pour pouvoir explorer un peu plus facilement. Mais je vous avoue que pour le moment, tant que mon Pokémon ne peut pas escalader, je suis très bloqué sur plein d'endroits et je sais pas où aller. Donc pour le moment, voilà, hein, je suis paumé. J'aime bien, il y a des très très bonnes idées. C'est très généreux en termes de Pokémon. Je crois qu'il y a un peu plus de 400 Pokémon disponibles à capturer. Il y en a beaucoup des très différents de beaucoup de générations, sauf la 1, et ça fait du bien. Sauf la 2 aussi. Donc il y a beaucoup de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beaucoup de 7 et de 8. Et j'aime beaucoup la Gen 8. On a le Pokémon facho, Donald Trump, qui est présent un peu souvent aussi. Je l'ai eu. Tu l'as eu aussi je l'ai eu, le petit. Non, vraiment... très bonne expérience. Alors je dis peu de la 2, mais si, il y a mes goats de la Gen 2, à savoir des Fampi et des What. Donc moi je prends. Ça fait plaisir. C'est mes petits chouchous. Il y a tellement de diversité que c'est très difficile d'avoir une équipe stable. Avant, je sais pas, même maintenant, j'ai beaucoup de Pokémon qui sont susceptibles de partir. Mon équipe n'est pas la même. À changer, en fait, à chaque badge, j'avais un nouveau Pokémon qui est intégré, voire même des changements complets. J'ai viré mes starters, parce que finalement, j'aime pas trop le crocodile. Mais j'ai récupéré d'autres vachement intéressants aussi, tu vois, de ces générations-là. J'ai un Terracruel. Il est tellement précieux. Bah, c'est pas un tentacruel, mais c'est un Terracruel. Attention, ce n'est pas une sous-espèce. Ce n'est pas une sous-espèce, tu vois, c'est pas un tentacruel de Paldea, c'est un Terracruel. Type terre, plante. Ok. Seule plante, pardon. Et il court sur ses je l'ai vu. Et il est important. Il est très important pour l'histoire de Pokémon. Non, il y a des très très bonnes idées. Et c'est vrai que c'est dommage de se faire avoir par la technique, mais on y reviendra parce que ça fait partie des actualités qu'on va développer aujourd'hui justement autour de la technique de Pokémon. Donc je passe un beau moment, même s'il y a certaines musiques Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très dithyrambiques sur la musique. Moi je vous le dis direct, la musique me casse les couilles. La musique de l'Overworld me casse les couilles, la musique des combats me casse les couilles, la musique des raids commence à me sortir par les oreilles, je la trouve insupportable. Autant je pourrais être dithyrambique sur le gameplay et sur l'exploration apportée par le jeu, par l'histoire aussi qui est très intéressante aussi, mais autant voilà, je suis désolé. Pour moi, actuellement, la musique souffre du syndrome Dragon Quest 11. C'est ok, pourquoi pas, mais enfin, vous pourriez un peu plus de variété dans les notes, s'il vous plaît, parce que ça commence à devenir insupportable au bout d'un moment. Voilà. Ah oui. Je préfère couper la musique. J'ai été nourri à la bonne musique de Sonic Frontier. Je sors de ça, donc forcément... Ah oui, mais c'est normal, mais là tu parles de musiques qui sont radicalement différentes, c'est dans des genres... Ouais, mais là ça va pas. Ouais, mais là c'est des musiques... C'est musique Pokémon... Après voilà, moi je suis un peu particulier. Moi quand j'étais jeune, déjà de base je coupais les sons de la Game Boy parce que je trouvais les sons Pokémon particulièrement stridents et j'appréciais pas forcément les musiques de Pokémon, mais bon ça reste... Je comprends. Moi je les aime beaucoup, mais je comprends. Voilà à quoi j'ai joué du coup. J'ai joué à un autre jeu mais j'ai pas le droit d'en parler. Très bien. Voilà. On va pouvoir passer aux news, au sommaire. C'est quoi le sommaire de la semaine? Dis-nous tout. On va parler des news en bref. Comme d'habitude, on a un gros paquet news en bref. On va parler de Pokémon qui bat des records de vente et de pourquoi est-ce que ça peut éventuellement poser problème sur la twittosphère. Le problème du Black Friday, qui est une news édito cette fois-ci que je vais m'occuper. Donc Pokémon, c'est Étagère qui s'en occupera. Et on terminera par la dispute, toujours, mais cette fois-ci par Elena, de Sony versus Microsoft. C'est pas moi qui me dispute, hein. C'est pas elle qui se dispute avec Sony et Microsoft, rassurez-vous. Elle dit ça, mais c'est pour mieux vous tromper. Exactement. Elle va se disputer avec Sony et Microsoft. On va pouvoir commencer, si vous voulez bien, rentrer dans l'art avec les news en bref.
Sony a investi dans des studios de développement chinois pour trouver son Genshin Impact-like un jour. Alors j'avais hésité, pour être honnête, à le mettre dans une actualité pure et dure, parce que j'avais un petit débat à apporter là-dessus, mais je sais pas si c'est extrêmement intéressant, et puis encore, on va encore nous taxer de toujours taper sur Sony. On nous taxe de ça ? C'est facile de taper sur Sony en ce moment. Bah, En ce moment, c'est facile. Ils font beaucoup de choix qui sont un peu bizarres. On sait très bien, les grandes compagnies ne sont pas nos amis, les intérêts de Microsoft et Nintendo ne nous intéressent pas et de toute manière ne sont pas des intérêts qu'on partage avec eux forcément. Mais enfin bon, c'est pas de notre faute s'ils font des mauvais choix. Si c'est discutable ce qu'ils font. Moi, ça m'énerve, cette espèce de cycle dans lequel s'enferme le jeu vidéo à chaque fois. Le Battle Royale, ça fonctionnait, eh ben on va investir, on va trouver notre Battle Royale. Vous pouvez me citer un Battle Royale qui est né de ce genre de recherche et qui a bien fonctionné et qui a permis de générer beaucoup d'argent pour celui qui l'a recherché? Je sais pas, j'ai plus de noms en tête de gens qui ont échoué. De ceux qui ont échoué. Même pas les noms, mais les descriptions. Les MOBA, ça marche bien. Vous avez en tête un studio qui a investi dans le domaine du MOBA à la suite du succès de League of Legends? Moi, j'aime bien ce raccourci que, je sais pas si c'est la news, si c'est vraiment Sony qui pense comme ça en interne, mais ça fait écho à quelque chose qui est arrivé à Sega il y a pas si longtemps, ça, dans les communiqués. Bah, pour faire de l'argent, on n'a qu'à faire un super méga jeu. Oui. Genre. Jeu ultime. On n'a qu'à faire le jeu ultime. Dis donc. Après, bon, c'est compréhensible. Les NFT, ça rapporte beaucoup d'argent. Vous avez en tête des studios qui se sont lancés récemment dans les NFT alors que ça s'est bien cassé les dents, qui ont fait beaucoup de thunes avec les NFT? Alors, je sais pas s'ils ont fait de la thune. Je pense pas qu'ils en aient fait, mais... Oui, j'ai des noms de studios, oui. Oui, qui se sont lancés, mais... Bon, après, apparemment, pour Konami, ça a marché ok, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, mais c'était rapide. Mais j'ai plus d'exemples de mecs qui se sont cassés la gueule avec que des trucs qui ont réussi. Donc moi, ça me fait toujours marrer ces annonces, tu vois, enfin marrer, rire jaune, hein, de studios qui se lancent avec comme tête de se dire on va faire un Genshin Impact, on va trouver notre Genshin Impact qui rapporte énormément d'argent, mais qui se pose jamais la question est-ce que il n'y a pas un Genshin Impact et que finalement la place elle peut pas être prise? Je peux remonter plein de fois, hein. Je dis, bah, dis donc, les MMO, ça marche bien, World of Warcraft. Et vous avez un studio qui s'est dit, on va faire un WoW killer et qui ont effectivement réussi à être des WoW killers. Tu vois, c'est toujours pareil, hein. C'est quand on arrête de croire au WoW killer et qu'on arrête de vouloir le faire qu'on en fait un. Bah oui, et finalement, qui a rien à voir avec oui, il a rien à voir dans le paysage des MMO, quoi. Il cohabite, quoi. Du point de vue entrepreneurial, il faut tenter des choses pour voir si ça prend ou pas. Après, effectivement, le problème, c'est que quand ils arrivent en grand pompe en mode on va créer un chef-d'œuvre en survivant, quelqu'un qui va vaincre et tout, ce sera le numéro 1, on va détrôner un autre jeu. Oui, bah oui, c'est un peu ridicule parce qu'il y a peu de chances de faire ça, parce qu'il n'y a pas en forçant, c'est pas dit que ça va le faire, parce que c'est les joueurs finalement qui rendent le jeu aussi populaire, quoi. Même Microsoft, quand ils avaient déclaré il y a quelques années, oui, alors on va investir pour essayer de faire des trucs de la même veine que Last of Us, pour avoir notre Last of Us à nous. Bon, bah, ils y croient plus trop aujourd'hui, et même maintenant, quand tu lis un petit peu les échanges qui se passent avec la cour britannique sur les crottes de nez qui se balancent avec Sony. Ça n'en parle pas. Ils en sont à reconnaître que, bon, les PlayStation Studios, quand même, ils sont forts, hein, et que nous, on peut pas trop faire ça. Bon, ça reste mais justement aussi, de la com, hein, de leur côté. Du point de vue concurrence, c'est important d'essayer de faire ça. C'est important, mais je trouve ce genre de recherche un peu nullarde. Toujours en bref, du coup, on a eu enfin, alors je comptais en faire une news dédiée, mais finalement il n'y a pas tellement de matière. On a eu des détails sur la mise à jour next-gen de The Witcher 3. CD Projekt a détaillé sa nouvelle mise à jour qui arrivera le 14 décembre. Alors, très très vite. En bref, des nouvelles textures, de nouveaux modèles 4K, des fonctionnalités de ray tracing sur les consoles next-gen, une jouabilité améliorée. Alors, je vois pas ce qu'ils entendent par améliorer, je suppose que c'est beaucoup de confort. Moi, j'ai vu qu'il y aurait la possibilité de mettre ton personnage légèrement décalé à gauche sur l'écran, un petit peu comme dans God of War, pour avoir un peu plus de vue sur le monde, pourquoi pas. Un mode 60 images par seconde, des sauvegardes sur le cloud, un mode photo, du contenu lié à la série Netflix, donc avec notamment une nouvelle quête
dans l'ombre du feu éternel, avec des objets basés sur la saison 1 et 2. On a vu notamment des armures, des tenues alternatives des soldats de Nilfgaard, qui sont donc du coup les armures, le skin des armures présents dans la série Netflix. Donc on aura également la fonctionnalité de cross-progression qui permettra d'importer des vieilles sauvegardes de 2015 sur les plateformes actuelles. Plein de choses intéressantes. Aussi l'ajout de quelques mods, comme on a pu le voir, qui seront rajoutés dans le jeu des mods les plus populaires de la communauté. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai vu que pour la version PS5, ils vont prendre en compte les capacités de la DualSense. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a aussi la le retour haptique. Les retours. Ce genre de truc. Pourquoi pas? Est-ce que toi, tu vas lancer Witcher 3 un jour, peut-être. Là, Series X. Là, pour l'instant, mes dinosaures ont des chapeaux fromage. je pense pas que The Witcher puisse offrir des dinosaures avec des chapeaux fromage, tu vois. Mais... Quand même, étagère, voyons. Mais c'est-à-dire que si je lance... Il y a la magie du fromage dans l'univers de Witcher. C'est vrai? Oui, bien sûr. C'est une magie qui se base sur plus le fromage il est pourri, plus t'es fort. Tu peux lire l'avenir dans les fromages pourris. Et ça a un vrai nom, parce que c'est une vraie magie qui existe dans le folklore d'Europe orientale. Ok. Voilà, c'est une vraie magie. C'est trop bien. C'est incroyable. Bon, après, je te vends le truc, mais c'est juste une quête secondaire, mais il y a la magie du fromage. Non, mais j'y jetterai peut-être un œil. Et les quêtes secondaires dans Witcher sont très bien. Bon, bref, tu voulais dire quelque chose, Elena? Moi, je voulais dire que moi, j'y joue actuellement au Witcher, sur PC, pas sur une console, mais j'y joue. Donc, je vais peut-être pouvoir voir la différence direct. Tu verras direct, parce que toi, tu vas l'avoir en cours de jeu, finalement. Bah oui. Tu vas en profiter aussi. Alors, tu pourras peut-être pas lancer du ray tracing sur ton PC, mais tu profiteras de textures améliorées et de nouvelles quêtes et d'options d'accessibilité. Oui, comme ça, on pourra vous faire un petit retour. Exactement. Autre news en bref. On a une fenêtre de lancement pour la PlayStation 6. Non. Oh là 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 là. Oui, bon, vous saurez que... Alors, il y a un peu à discuter là-dessus, c'est pareil, c'est toujours dans les discussions de Microsoft, mais c'est pas des choses qu'Elena parlera, donc je le balance ici. On parle d'une PS6 d'ici 2027-2028, ce qui fait un cycle de console un peu plus long que le cycle de lancement de la PS4. Après, quand tu vois que pour le moment, ça fait 2 ans que la console elle est sortie, mais qu'on l'a toujours pas vue, et que actuellement, bon, c'est plus une PlayStation 4 améliorée qu'une véritable PlayStation 5. Si tu prends ça en compte et que tu te dis, bon, c'est peut-être à partir de 2023 que la génération va vraiment se lancer, bah finalement ça fait un cycle standard pour une console. Oui, mais si tu oublies ces 2 dernières années. C'est-à-dire que la console elle sort et 7 ans plus tard il y en a une autre. Bon bah je vais lever un sourcil quoi, mais oui, j'ai envie de te dire oui. C'était pas censé être une console ultime, la PS5? Non, il me semble pas. Enfin, c'est un peu, il y a toujours cette question sous-jacente de la question de la console ultime. Effectivement, est-ce qu'on peut encore se permettre de proposer du matériel? Je pense qu'en termes de renouvellement de matériel, oui, mais maintenant il va falloir peut-être juste voir les nouvelles itérations de PlayStation comme on voit en fait un iPhone 14, tu vois. L'iPhone 14, c'est la suite de l'iPhone 13, mais c'est un renouvellement de matériel, quoi, tu vois. Oui, bah du coup, question renouvellement du matériel, il faut se poser maintenant peut-être aussi les questions écologiques. Hein? Oui, bah écoute, ils en sont pas encore là. Bon, ils vont te ressortir de toute manière, mais oui, mais on a enlevé on a enlevé le lecteur CD, c'est bon. On est écolo. Puis on a enlevé les manuels aussi, là, c'est bon, on est écolo. Oui. Ça va. On peut pas difficilement leur donner raison ni tort sur le côté dématérialisé, parce qu'il y a toujours du débat entre production de plastique et effectivement, tu vois, du moment qu'on ne fait pas de boîte en bois. De boîte en pot. En boîte en pot. Ouais, c'est ce que tu commençais à dire, de boîte en pot. Et je me suis dit, waouh, c'est ghetto les jeux vidéo. Je demande, moi, des boîtes en pot, pourquoi pas, en fausse peau, tu sais, pour ranger le CD, pour la protection et la préservation du CD, des boîtes en pot. S'il y a peut-être une industrie qui se pose le moins la question de l'écologie, j'ai l'impression que c'est l'industrie du jeu vidéo. Parce que ça va toujours de toute manière de plus en plus loin en termes de production. Autre news en bref, on va enchaîner. Vous avez vu qu'Onoma a fermé. Vous vous souvenez du studio Onoma ? Square Enix Montréal. Ouais. Ah oui, c'est... Acheté en fin printemps, rénommé il y a 1 mois et demi. Onoma. Fermé il y a 2 semaines. Ouais, mais du coup, c'était une question piège. Est-ce que vous vous souvenez de Onoma Je cherchais, je me disais... Bon, bah,
c'était logique, mais tous les jeux qui étaient disponibles sur téléphone qu'ils ont sortis ne seront plus disponibles. Et c'est terriblement triste, parce que les jeux sur téléphone, vous vous en foutez peut-être, mais c'est des jeux qui sont difficilement trouvables autrement. Autant tu peux typiac facilement une PS3 pour récupérer les jeux qui étaient présents sur le PS Store, autant des Deus Ex Go, des Lara Croft Go, les Hitman Go, qui ont été des jeux qui ont été développés par Square Enix Montréal, c'est des jeux qui vont juste tout bonnement disparaître. Et vous avez jusqu'à 4 janvier. Si vous voulez les récupérer, qui sont des bons jeux. C'est des bons jeux mobiles. Donc bon, c'est la news un petit peu de la tristesse. Et on va terminer ces news en bref avec une dernière annonce Sony qui a annoncé que God of War Ragnarok était donc le jeu le plus rapidement vendu de tous les PlayStation, de l'histoire des PlayStation Studios, avec 5,1 millions de copies vendues durant le début de la semaine, pardon. Donc en 3 jours. Bravo God of War. Bravo. Félicitations. C'est que Clap, les gens clap, clap. aiment se faire backseat, visiblement. Waouh. Mais il y a une telle mauvaise foi. Non, c'est des bons jeux, c'est un bon jeu. J'ai beaucoup plus de choses à redire et à critiquer sur God of War Ragnarok que sur Sonic Frontier. Parce que la démarche n'est pas la même, forcément. Oui. Parce que tu critiquais un bon jeu, forcément, tu t'attardes sur les détails qui fâchent. Mais c'est bien. On voit plus les détails moches quand la peinture est belle. Bien vu. D'autant plus si tu balances de la soupe dessus. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bref, c'était les news en bref. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on repart sur les vraies news. Passer sur les vraies actualités. Les grosses. Oui, parce que c'est pas des fausses news. Oui, il y a des bonnes news aussi. Première actualité, donc, c'est notre très chère étagère qui va ouvrir le bal. Tu vas nous parler de Pokémon ? Oui, je vais parler de Pokémon. Alors déjà, je vais enchaîner sur la petite news en rappelant aux gens le fameux boycott qui revient comme un mouvement populaire, peut-être pas si populaire que ça, et on va en discuter, à la sortie de chaque nouveau jeu Pokémon. Sauf que, attention, je raccroche les wagons avec la dernière news en bref, si Sony a annoncé que God of War était le jeu avec son meilleur lancement, qui au bout de 3 jours s'était vendu à 5 millions d'exemplaires, je crois, et Nintendo surenchérit Pokémon, c'est 10 millions. En 3 jours aussi. Waouh, bravo Pokémon. Donc, clap. Pas simplement le meilleur lancement de l'histoire de Pokémon, il est le meilleur lancement de l'histoire de Pokémon, pas simplement le meilleur lancement de toute l'histoire de la Switch, bien qu'il soit le meilleur lancement de l'histoire de la Switch, non, le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo, d'une manière générale. Bravo Nintendo. En tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur. Effectivement, en tant qu'éditeur. On en avait parlé avant de lancer le podcast, c'était que moi j'étais parti, je disais tiens c'est marrant, le boycott a fonctionné, bien content de Twitter, mais ce n'est pas sans faute que je les étais rappelés. Que j'ai été rappelé à l'ordre par Florian qui m'a dit mais Twitter est une bulle. Et moi, à chaque fois, je suis là et j'oublie que Twitter est une bulle. Je suis naïf. Si encore c'était une bulle représentative. Mais effectivement, Twitter est une bulle. En fait, il faut pas oublier 2 règles d'Internet. La première règle, c'est Twitter est une bulle. La deuxième règle, c'est les gens ne l'ouvrent que quand ils se plaignent. Ça sert à rien de se moquer des gens qui ont appelé au boycott. Parce que du coup, maintenant, le deal, c'est que la bulle Twitter qui a appelé au boycott se fait moquer par une autre bulle Twitter qui se fout de leur gueule, qui ont acheté le jeu. Qui est peut-être, cela dit, un petit peu plus importante. Mais toujours est-il que dans cette bulle Twitter, des gens, ils n'ont pas acheté le jeu et ils se foutent quand même de la gueule des gens. Bref, en mode ironique. En fait, depuis le début, on n'appelait pas au boycott. Bref. C'est toujours la même chose avec les appels au boycott. Avec les appels au boycott qui ne fonctionnent pas entre guillemets. Mais si tu veux, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un sous-entendu avec le cynisme qui est apporté, comme quoi c'est que ce sont des jeux de mauvaise qualité. Pour cela, je vous invite à aller voir le site Ludostri d'Oscar Lemaire qui en a parlé. Je vais me permettre de faire grossièrement un résumé de tout ça pour étayer un petit peu le discours. Le métacritique aide pas, parce que c'est vrai que c'est un peu de plus en plus catastrophique le métacritique des jeux Pokémon. Il avait commencé à être contesté déjà sans doute avant ça, mais il a été déjà pas mal contesté au remake de Diamant Perle, qui avait déjà eu un lancement un petit peu difficile. On va pas simplement parler d'un lancement difficile, on va parler
de conditions un petit peu catastrophiques pour ce dernier Pokémon en termes de finition du jeu. C'est un peu catastrophique, c'est un peu pour ça que tu avais pris la news. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai pris la news, parce que c'est une comparaison que j'aimerais apporter à l'échelle pour la même échelle de temps, c'est-à-dire que sur 3 jours, Pokémon épée et bouclier s'était vendu à 3 millions d'exemplaires. Pas 3, 2 millions d'exemplaires. Ouais. Donc on a un lancement qui est 5 fois meilleur pour Violet et Scarlet, à ceci près que ne serait-ce que 6 millions, c'est au Japon, quoi. Ouais. Voilà. À ceci près aussi que le dernier plus gros lancement de tous les temps pour Nintendo, c'était pour Splatoon 3 au Japon. N'est-ce pas? Voilà, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si on met tout ça de côté, si on prend ces chiffres 10 millions, il n'y a pas besoin d'être cynique. Si on se penche un petit peu dessus, c'est pas si encourageant que ça, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le message envoyé par la presse des attentes des joueurs. Et pour encore une fois le faire le plus simplement, la presse a un devoir de critiquer un jeu vidéo dans son ensemble avec des barèmes qui vont dépendre de chacun des organes de presse, mais aussi de comment est-ce qu'est la conjoncture actuelle. Et actuellement, peut-être que la technique de la Switch n'est pas, on va dire, un avantage très net pour n'importe quel jeu qui viendrait à sortir. On arrive sur une fin d'une console, il y a des difficultés qui sont rencontrées par beaucoup de studios. Game Freak a toujours développé des jeux de portable et donc ont une expérience de développement de jeux de portable. Ils ont dû faire un gap significatif qu'ils n'arrivent pas à suivre. Ils sont légitimes à vouloir rester une structure, on va dire, artisanale. Ils sont légitimes à vouloir écouter un maximum aussi sur les demandes des joueurs, parce que c'est ce que, mine de rien, ils font aussi en termes de contenu. Ils sont légitimes à vouloir conserver une maîtrise de cette licence et à ne pas la donner à d'autres studios. Mais à côté de ça, on peut pas nier qu'ils n'apportent pas, si tu veux, d'évolution dans la licence, parce que chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est que sur ces 2 derniers jeux Pokémon, que ce soit Arceus ou épée et bouclier, il y a une véritable tentative d'apporter du nouveau dans la licence Pokémon. C'est factuel, on apporte le monde ouvert. Qu'on aime les mondes ouverts ou pas, hein, c'est pas le débat. Le débat, les faits sont que la licence Pokémon a une tentative d'évolution. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le barème des journalistes par rapport à ce métacritique, ils prennent peut-être pas nécessairement suffisamment en compte cette envie de renouveler la licence Pokémon, là où les attentes des gens sont bien plus élevées sur l'apport à la nouveauté. Ce qui fait qu'il y avait une attente qui se cristallisait autour d'avoir ce monde ouvert, d'avoir un renouvellement de Pokémon, ce qui se voyait dans les chiffres, puisque avant Pokémon épée au bouclier, la licence Pokémon, c'était en légère baisse progressive, ça se vendait de moins en moins bien. Les chiffres de Pokémon rouge et bleu étaient des chiffres qu'on ne pouvait plus envisager comme atteignables. Et je tiens à rappeler que finalement la 7G, est-ce que c'est pas un peu le Skyward Sword de la licence Pokémon, dans la mesure où c'est la première fois qu'on se pose la question de faudrait peut-être qu'on change un peu les manières de faire, timidement, puisque c'est transformer finalement le tour des badges en tour des îles. Oui, c'est ça, mais que y a les épreuves par type. Ça fait juste plus de badges. Oui, mais du coup, si tu veux, c'est la première fois qu'on se pose la question chez Game Freak de comment est-ce qu'on peut apporter de la nouveauté. Briser le classicisme. Et ça s'est fait par petites touches. Il y avait cette évolution qu'ont été les landes sauvages dans Pokémon épée et bouclier, et qui ont été extrêmement bien reçues par les gens, par les joueurs, et qui du coup la technique elle suivait pas trop, mais ça allait, tu vois. Et là ça ne va pas trop pour la technique. Le truc c'est que ça râle énormément, et à juste titre, pour la technique de Scarlett. Les gens ont acheté en masse pour l'effort sur la nouveauté. Maintenant ce qui va être intéressant à regarder, c'est de voir s'il y a des remboursements en masse qui sont demandés pour Pokémon Scarlett et Violet. Et ça malheureusement on ne le sait pas, et ça sert à rien d'être cynique sur le fait que les gens l'ont acheté, parce qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences en fait de cet achat. Peut-être que Nintendo peut se féliciter, peut-être que Game Freak peut être content, enfin Pokémon Company, peut-être que Game Freak derrière, ils s'en mordent un petit peu les doigts parce que ils se rendent compte qu'effectivement on arrive à un moment où il faut effectivement plus de temps pour développer les jeux. Mais ça, pour le moment, on ne va le voir que sur les prochains jours, parce qu'on parle des conséquences de ces achats massifs. Conséquences d'achats massifs aussi, peut-être que cet épisode en particulier, parce que les gens qui ont acheté massivement le jeu en se disant enfin il y a un renouvellement,
peut-être que ces gens-là qui l'ont acheté en masse, eh ben ils achèteront pas la Gen 10. Et c'est peut-être sur la prochaine génération que ça sera compliqué et que peut-être qu'on aura une réduction des scores de vente. Les gens ne suivent pas l'actualité jeux vidéo. Les gens ne savent pas que depuis la sortie de Pokémon 7G, les remakes de la 4G, les gens ne sont pas au courant. Il faut... Si tout le monde était au courant, Gamecult ne fermerait pas. Il n'y aurait pas de problème avec la presse spécialisée. Oui. Twitter, en tant que médium d'information, est un médium de niche, c'est une bulle. Les gens ne sont pas sur Twitter. Les gens, avec un grand G, j'entends. Donc, être cynique sur des boycotts, oui, vous pouvez être cynique sur des appels au boycott, sur une bulle, effectivement, et je suis à peu près certain que les gens qui ont dit qu'ils allaient boycotter, j'en sais rien, les 100 000, je donne au pif, les 100 000 personnes qui n'ont pas voulu acheter Pokémon, je suis sûr qu'ils l'ont pas acheté, mais je vais même mettre une bille. Je pense que les gens qui ont appelé au boycott, qui ont dit qu'ils l'achèteront pas, et qui finalement l'ont pas acheté, je suis sûr et certain que de toute manière, c'est des gens qui n'ont jamais acheté de Pokémon. C'était juste pour dire qu'il faut relativiser les chiffres et pas être cynique dans la vie, parce que si on se penche un petit peu sur ça, il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer. Je veux dire, je sais pas si... On est tombé dessus avec Elena, c'était sur le 1945 de M6. Ils ont fait une compilation des bugs de Pokémon épée et bouclier sur le 1945 de M6. C'est rigolo. C'est rigolo, mais ça veut dire que là, on touche au grand public et va y avoir des conséquences sur le long terme. C'était leur point, genre, tu sais, Minute Geek. Oui. Mais minute info sur internet, et à la fin, ils te montrent Pokémon avec tous ses bugs. Aïe. Ils disent, ça râle beaucoup sur les réseaux sociaux. Waouh. Désolé de t'avoir volé ta news. Non, c'est pas grave. C'est pas très important. Moi, je lance le sujet de base. J'ai même pas... J'annonce que je prends une position, mais pas tellement, je m'en fous un peu. Pour l'instant, j'ai pas commencé Pokémon. Et je t'invite à le faire parce qu'en vrai, il est intéressant. Hein. J'ai prévu d'y jouer, mais là, pour l'instant, je suis sur autre chose. Pour un coup, je ne serai pas aussi catégorique que le clap. Alors, je dis pour un coup, j'ai l'impression que j'ai tout le temps un avis contradictoire à le clap. Je prends le clap parce que... c'est normal, c'est parce que c'est marrant d'avoir un avis qui contredit celui du clap. Moi aussi, je fais ça. Tu voulais rajouter des choses, du coup, sur Pokémon ? Mais non, moi c'était... Enfin, si, bien sûr. C'était... Je guette justement de savoir... Enfin, je guette pour savoir ce que Nintendo va faire. Est-ce qu'il y aura des remboursements ? Là, pour l'instant, il y a des articles qui commencent à popper à gauche, à droite, à ce sujet précis, qui est la politique de remboursement de Nintendo. Mais peut-être qu'on verra une évolution à ce niveau-là. Ouais. Exemple tout bête, mais si un jeu comme Sonic Forces a fait se poser beaucoup de questions aux gens à propos de la politique de remboursement de Steam, je me demande si ce Pokémon-là, qui est un cas d'école, il l'est maintenant, mais là, il va falloir beaucoup de patchs pour réparer ce qui est pas fini ou ce qui est cassé. Je me pose des questions sur l'influence à long terme de ce jeu sur la politique de remboursement de Nintendo, tout simplement. Même pas que forcément ça, même sur la politique interne de Game Freak et Pokémon Company et Nintendo, comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça, etc. Parce que là, en fait, c'est un appel à un peu plus de rationalisation dans la méthode de production de Game Freak et de Pokémon Company. Un peu plus de souplesse dans la production, parce que ça a dû être une horreur à créer, très clairement. Et s'il y a beaucoup de remboursements qui sont demandés, c'est une image de marque qui est écornée. Encore une fois, les gens ne sont pas au courant. Donc quand ils achètent Pokémon, ils s'attendent à un Pokémon dans monde ouvert, parce que c'est ce que le marketing leur a vendu, et que c'est terrible, parce que c'est un problème qui met en lumière énormément de cassures dans l'industrie du jeu vidéo, qui est que les éditeurs veulent se concentrer sur une communication marketing essentiellement pour mettre en avant et qu'on parle des jeux. Donc le fait qu'il n'y ait plus de presse spécialisée, et en tout cas de moins en moins, ça empêche les gens de s'informer. Et l'autre acteur qui permet aux gens de s'informer un petit peu, c'est les vendeurs spécialisés. Et pareil, si tu passes par Amazon ou si tu passes par la vente dématérialisée de jeux vidéo, donc par les boutiques e-shop, etc., tu perds cet acteur intermédiaire qui va te dire « Attention, les retours des derniers joueurs, j'ai pas mal de joueurs qui ont voulu me faire récupérer le Pokémon, apparemment il bug. » S'il y a de moins en moins de personnes qui sont là pour t'alerter sur l'état du jeu, ce qui est le cas, parce que les gens du coup n'ont plus d'options pour s'informer, ou en tout cas que l'information vienne à eux le plus naturellement possible, on va arriver sur des situations où les gens vont se dire « Ah, c'est comme ça qu'est Pokémon maintenant, je vais peut-être plus acheter de Pokémon. » Tu vois ?
Ouais, je vois tout à fait. C'est le double tranchant d'avoir une société dans laquelle tu peux plus informer les gens. Oui, mais je pense que effectivement c'est une situation sur laquelle il faut garder un œil. On verra pour la prochaine génération l'année prochaine. Bah alors, soit c'est la prochaine génération l'année prochaine, mais entre-temps il y aura les remakes de Noir et Blanc. Oui, tu crois vraiment? Moi Je pense qu'il y aura les remakes de Noir et Blanc parce que financièrement le remake de la 4G a très bien marché. Vu en fait, il y aura un remake de Noir et Blanc, mais je me demande si ce sera pas un peu plus tard encore. Un peu plus Je tard. me demande s'il y aura... DJ et après remake de Noir et Non, Blanc. pas DJ, mais un remake. Un remake. Bah, moi, je le sens plus, tu vois, un Let's Go Johto ou un remake d'un Or Argent, tu vois. Un Let's Go Pichu et Let's Go... Bah, c'est comme ça qu'ils avaient fonctionné, parce qu'on n'a pas eu la 4G après la 3G. Il s'est passé énormément de temps, en vrai, entre le remake 3G et le remake 4G. C'est pas faux. Ou même, tu vois, sans remake, je verrais plus un autre spin-off d'ampleur que tout de suite un remake, perso. Ou alors le retour de la 3ème version, hein, on sait jamais. Peut-être. Pokémon, ce serait... Alors, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, ce serait quoi? Pokémon Magenta? Ultra violet et ultra rouge. Ah oui. Infrarouge et ultraviolet, je disais. Ultraviolet, peut-être, ouais. Des trucs comme ça. Oui, les gens étaient partis là-dessus, dans les premières interprétations des couleurs. On passe à la suite? On passe à la suite. Bon, l'actualité qui suit, c'est pas vraiment une actualité. Si, c'est complètement d'actualité. Plus un billet d'opinion, billet d'humeur, un édito. Oui, Voilà, parce que c'est un état de fait, c'est-à-dire que pendant qu'on cherchait les nouvelles desquelles vous parlez, on est tombé sur ce marronnier. C'est devenu un marronnier. Mais on n'est pas tombé dessus, disons qu'on s'est fait envahir. Il est venu à nous. Il est venu à nous. Si c'est un marronnier qui vient à toi, est-ce qu'on appelle ça un platane? C'est un platane. Si c'est un marronnier qui vient à toi, c'est un accident de la route. Eh oui. C'est pas faux. Si c'est un platane, c'est une Paul Wall. Wow. Non, plus sérieusement. Dis-nous tout. Oui, bah, nous sommes tombés... Enfin, on se fait envahir. Notre fil d'actualité, parce que nous avons un fil Comme le d'actualité, vôtre, on pense, peu importe ce que vous utilisez pour vous informer. s'est fait envahir par toutes les news de bons plans autour du Black Friday. Parce qu'en ce moment, c'est... Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous savez, mais Black Friday, c'est le vendredi noir. C'est censé être un jour, le vendredi d'avant que vous écoutez ce podcast, mais c'est censé être un vendredi sur lequel il y a des grosses réductions, en général sur de la high-tech, sur lequel vous pouvez faire de très très bonnes affaires, acheter des cadeaux, tout ça, bref. Sauf qu'en France, bon, on l'a pris un peu différemment, c'est devenu un peu... Ça commençait par être un week-end, Ouais. puis une Black Week, et ensuite, maintenant devenu des on demi-soldes, parle on parle de Black Month. Donc Oui. c'est le mois noir. Là, disons que ça fait déjà une bonne semaine et demie qu'on est là-dedans, hein, je dirais, sur les réductions du Black Friday. Amazon, ils ont commencé quasiment 2 semaines en avance. Pourquoi est-ce qu'on vous aborde ce principe-là? Parce qu'il y a un truc absolument terrible qui s'est passé ces derniers temps. À titre personnel, me fait mal au cul. Pas que je me sente... Parce qu'Elena avait parlé, quand on en avait parlé, elle avait employé le terme de récompense. Je ne me sens pas récompensé d'avoir été là le premier. Non, c'est même pas le fait de ne pas avoir été récompensé, c'est que je me sens puni. Je me sens puni d'avoir été alors, en premier. Commençons déjà par le bon point, c'est que là, vous allez peut-être pouvoir acheter plein de jeux à des prix extrêmement intéressants. Mais pas plein de vieux jeux bac à solde, la blague, vous allez pouvoir tomber sur des Cyberpunk à 5 balles. Vous en trouverez très certainement dans les C'est pas ça la question là. Non, là c'est des Sonic Frontier sortis il y a une semaine et demie à 25€. Voilà. 25-30 balles. Ouais. 25-30 balles alors que le plein pot c'était 60-70 balles. Il y a des jeux extrêmement récents. Il y a une semaine et demie. Ouais, extrêmement récents qui sont sortis ce mois-ci. Tout le Ludopocalypse, par exemple aussi, qui aujourd'hui a plongé, je veux dire, sur Amazon ou sur des mêmes Micromania. Vous pouvez trouver tous les jeux Square Enix que Square Enix nous a vomis ces derniers temps. Vous les trouvez 20-25€ moins cher que les prix affichés initialement. Alors c'est très bien, parce que du coup, si vous les avez pas fait, c'est peut-être l'occasion d'en prendre un ou deux qui... vous intéressez, mais bon, vous avez vu que le Metacritic, il était autour de 70-75. Star Ocean, ouais, pourquoi pas, j'avais bien aimé le 1 et le 2 sur leur version PSP.
je peux peut-être voir ce que ça donne maintenant en 2022. Oh, bah ça va me coûter 35 €. Oui, Cool, c'est cool. Si vous les avez pas pris. Moi, vous voyez, je me mets dans la place de moi-même, qui est celui qui a un boulot qui nécessite d'acheter les jeux. Je les ai tous achetés à 70 balles. Je me sens enculé. Je me sens définitivement comme une bombe triste. Ouais, très très triste. Je suis content pour vous d'en profiter, mais comprenez-moi, je me sens très fortement enculé. Je dis les termes parce que on est en podcast, etc. Mais voilà, je me sens Mal. Ouais, ça me fait vraiment très 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 bobo de voir ce genre de choses, et je me dis, est-ce que c'est pas un peu la conséquence aussi du ludopocalypse D'une offre trop grande par rapport à une période ultra tendue, tu veux dire? Oui, avec qui arrive juste avant une période de réduction des prix. Parce qu'en plus, c'est marrant, mais j'ai l'impression que personne n'a calculé ce fameux Black Month pour sortir tous ces jeux. Parce que je vais faire un parallèle un peu chelou. Vous avez pas remarqué, pendant les printemps du cinéma, il y a que des films de merde. Alors, je pense que c'est un raccourci. Mais il y a très peu de blockbusters. Il y en a un ou deux que tu peux profiter, mais tu peux pas te dire, ah super, je vais voir tous les gros films que j'ai pas pu voir, que j'ai pas envie de mettre des grosses tunasses. En général, c'est des moments que les gros studios ils évitent, mais du coup c'est bien pour les petits cinéastes de se mettre en avant pour place de cinéma à 3,50 €. Et c'est super cool. Moi, c'est la réflexion que je me suis toujours fait. Hein. C'était marrant, comme quoi il y avait jamais de film qui m'intéressait pendant le printemps du cinéma. Non, mais du coup, le printemps du cinéma, c'était l'occasion de découvrir des films. Oui, mais du coup, parce que le cinéma devenait accessible. Mais moi, je suis très grand public cinéma, tu vois. Mais... Et du coup, le printemps du cinéma, je l'ai toujours vu comme... Ok, les snobs. C'est ok, allez-y. Mais moi, du coup, en général, je déserte le cinéma parce que les films qui y sont n'y vont pas. Bref, c'est très personnel. Oui, pas de souci. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que pour le coup, t'as tous les gros blockbusters qui sont là. Je veux dire, même des jeux comme Last of Us Part 1 qu'on a décrié il y a de cela quelques Blast News. Pour son prix à 80 balles, aujourd'hui, vous pourrez le trouver facilement à 50. 9. Oui. Ce qui est un prix plus correct on pour peut aussi ce remake. remonter vers les jeux qui sont sortis encore plus tôt dans l'année. Tu t'es acheté par exemple Horizon... tu l'as acheté. Horizon Zero Dawn. Oui, j'ai craqué aussi parce que je m'étais dit... Alors lui, c'était le seul que j'ai calculé. Et que je me suis dit, lui, il va être très facilement trouvable pour beaucoup moins cher que ça. J'ai acheté Horizon Zero Dawn, le Forbidden West. Oui. Je l'ai acheté à 29 €. Bon, je l'ai acheté en Allemagne, mais c'est pas pareil. Non, mais moi, ça me fait rigoler parce que quand tu me parles de Horizon, t'étais dans la vidéo de Benzaï qui parlait de Horizon, c'était celle-là? Ouais, il parlait de la collector d'Horizon. Il parlait de la collector d'Horizon. Et pour moi, vraiment, c'est un jeu que j'associe à toi. Hein. J'avais envie de parler de ce problème déjà parce qu'on se fait abreuvoir. Abreuvoir. On se fait abreuver. On se fait abreuvoir. De news sur le Black Friday, sur les réductions de prix, etc. Je peux même pas calculer. On se fait abreuvoir, c'est rigolo. On se fait irrigateur. On se fait irrigateur de news sur le Black Friday. Déjà, c'est un problème. Comme si ça constituait une réelle actualité sur le jeu vidéo. Comme si on était déjà pas surchargé cognitivement par les sorties de jeux en ce moment. C'est-à-dire que moi, là, je suis dans une période dans laquelle j'ai du mal à me remettre de Pentiment. Juste après, j'ai joué à... Oui, mais là, vous le voyez pas, mais il est tellement désolé dans son regard, Florian. Non, mais dans le sens, c'était un très bon jeu, tu vois. Je suis là, j'ai éprouvé beaucoup de sentiments très agréables et très désagréables aussi, mais c'était une expérience coréante, bien sûr. Coréenne. Ouais, c'était une expérience coréenne, mais dans l'ensemble, je dirais que je suis encore dans cette période d'après-coup, pendant laquelle t'es là, t'es assis, tu te dis, c'est un très bon jeu. Et tu fais rien, tu fumes ta clope, t'es là. C'est un bon jeu. Tu vois, c'est cet état d'esprit que t'as après Elden Ring. Oui, mais ça m'étonne pas. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ce type de surcharge cognitive, j'utilise surcharge cognitive, mais j'y connais rien. Si ça se trouve, c'est pas du tout le terme adapté. Mais ce terme de surcharge d'essence, en tout cas, dans lequel on se sert des sites d'actualité jeux vidéo pour venir brouiller un petit peu toute ta perception du médium en tant que tel, c'est catastrophique. Je sais pas comment est-ce que c'est les journalistes, les quelques journalistes spécialisés qu'il reste maintenant, font pour faire le tri et rester
En fait, je crois qu'ils le font même pas parce que je crois que vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce que des fois il y a de temps en temps des sorties de piste où il y a cette sensation que les journalistes sont hors sol. Et parce que même moi je le constate que t'as un rapport à la réalité qui est compliqué. Moi j'essaie toujours d'être au rapport à la réalité le plus proche possible dans la mesure où on achète tous les jeux. Oui, voilà. Oui. On a ce sauf exception. Ça arrive, Pentiment, c'est Microsoft qui nous l'a envoyé. Quand vraiment on se dit on va tenir les délais pour pouvoir se placer sur ce jeu en particulier, on le fait. En général, 95% du temps, on achète les jeux. Ça me permet de garder un rapport à la réalité, mais comme c'est quand même une activité économique et que la boîte elle en dépend, et ben il y a malgré tout un détachement qui se fait pour nous, et j'imagine pas le détachement qui peut se créer pour les personnes qui ne payent pas les jeux. Je suis pas en train de les plaindre, hein. Les personnes qui ne payent pas les jeux et qui peuvent avoir des takes sur... tu vois, je comprends que ça puisse être mal pris, qu'il y ait des gens qui te rabâchent à longueur de temps que la durée de vie, ça ne compte pas dans un jeu. Tu vois, que j'achète, que pour moi, les gens qui peuvent te dire ah mais moi un jeu, la durée de vie idéale c'est 8 heures. Je suis d'accord fondamentalement, mais c'est parce que du coup j'ai ce rapport au réel qui est distendu. Mais en même temps, si tu prends le point de vue des gens qui vont payer leur jeu 70 balles, c'est vrai que tu t'attends à ce que ça dure pas effectivement 8 heures. Ouais. Si t'as que ce jeu là. Ouais. D'autant plus s'il dure 80 heures. Oui, il faut pas dire que comme par hasard, 8 heures, ça peut être une durée d'une journée de travail. Bah ouais, c'est ça. Mais enfin bref, ça fait un propos un peu peut-être décousu. Ça fait un propos extrêmement décousu, mais c'est pas très grave. Tu vois, il y a une surcharge cognitive où tu vas te mettre à parler tout le temps d'actualité, et nous c'est notre cas. On n'est pas professionnel de l'information, mais... Pas du tout, mais... On est tout le temps au courant. Oui. Et le fait de devoir se maintenir au courant et de devoir faire du slalom entre toutes les news, soit putaclic, soit Black Friday pour des offres promotionnelles, ça reste extrêmement compliqué. Ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'on reste humain malgré tout, et que elles nous touchent, ces offres-là. Ces contenus sponsorisés nous touchent, et j'ai l'impression qu'on est, nous aussi de notre côté, un peu vulnérable face à ça, parce qu'on est extrêmement tenté de tomber dans l'extrême consumérisme et d'acheter... Oui, des fois quand tu vois mais une promo mais de malade, mais je me suis fait avoir sur Horizon, alors que je comptais pas l'acheter avant qu'il soit en occasion bac à solde à 15 balles, mais je me suis fait avoir sur Horizon. Et tu vois, chacun ses faiblesses. Là on parle de jeux vidéo, mais les fringues. Oui, non mais là, attends, c'est pas... Là c'est encore autre chose, Elena, on parle de jeux vidéo, de surcharge cognitive dans le métier et dans le médium vidéoludique. Et après tu remets ça en lien avec les Pokémon. Comment tu veux dire aux gens de rester informés sur le médium vidéoludique quand eux, qu'ils ont déjà encore moins le temps que nous de se tenir informés. Tout ce qu'ils voient, c'est les promos. Tout ce qu'ils ont, c'est devoir faire des esquives sur des promos, faire des hop, backdash, promotion. Ils le font pas, ils se font avoir par la promotion, et là, finalement, la seule information qu'ils ont retenue du moment où ils ont dédié à l'information, ben, c'est que t'as Sonic Frontier à 30 balles. Ben, c'est cool, qu'il avait peut-être envie de le tester, donc go, hein. Ou alors que c'est pas cool parce que c'était le seul jeu du mois qu'il s'était offert. Mais c'est ce qui est, en fait, c'est pas, j'allais utiliser le mot terrible, mais c'est peut-être pas le mot le mieux choisi. Ce qui est diabolique là-dedans, c'est que t'enchaînes une période, Sonic sort, il est à 70, le Black Friday est un prétexte pour le faire passer à 30, et juste après, t'as la période des fêtes. Où il va rester à 30 à mon avis. Bien sûr qu'il va pas redescendre. Hein. Enfin, il va pas remonter. Oui, il va pas remonter. Personne va racheter Sonic Frontier à plein pot. Bien sûr. Il faudra, je pense que si on fait un billet d'humeur, vocal en tout cas, je dis billet d'humeur, c'est pas vraiment un billet du coup quand nous on le propose. Si on fait une capsule d'humeur à propos de la recrudescence extrême de nouvelles à propos du Black Friday sur les sites d'actualité spécialisés, je pense que ce serait pas incohérent de faire le post-mortem de ce qu'on est en train de faire au regard des bacs à soldes de janvier. Ouais, ça pourrait être intéressant. On passe à la suite ? On passe à la suite. L'actualité qui suit Elena, c'est Sony versus Microsoft avec Nintendo qui est derrière et qui fait... Pour le moment, Nintendo, il fait rien. Si, justement, il mange du popcorn. Il se mange le popcorn et il a fait « Hein ? Quoi ? Moi ? Pourquoi ? On parle de moi !» Exactement. Donc, dans cette actualité, on va parler de la suite des affaires Sony et Microsoft concernant le rachat d'Activision et l'histoire de Call of Duty. Donc, je vous rappelle que Microsoft, il veut racheter Call of Duty. Non, il veut racheter Activision et avoir Call of Duty comme exclu
pour les consoles de Xbox, même s'ils sont d'accord de laisser Call of Duty sur les consoles de Sony, tant que, je précise, les gens veulent y jouer sur les consoles de Sony. On passe à la phase 2 de cette histoire-là parce que il y a toutes les autorités judiciaires, etc., qui contrôlent la possibilité de ce rachat-là vis-à-vis de la concurrence, tout simplement, sur le marché de jeux vidéo, de comprendre si Microsoft ne deviendra pas un peu une monopole sur que ce soit les jeux de tir comme Call of Duty ou s'ils seront pas un peu trop puissants pour justement être concurrencés par les autres. Donc le deuxième étape de cette histoire-là a commencé en Grande-Bretagne et on est à nouveau dans la période de ceci dit cela, Sony raconte ça, Microsoft dit ceci, ils sont pas contents, et tout le monde râle, tout le monde est pas content, donc voilà, ce genre de truc. Et ça y est, Nintendo rentre en scène, mais pas pour dire des choses, mais plutôt pour... C'est Microsoft qui les ramène. Microsoft qui a ramené Nintendo en disant que, mais vous savez, c'est pas vraiment un problème de concurrence quand on n'a pas Call of Duty. Regardez Nintendo. Nintendo, ils ont pas Call of Duty. Et ils s'en sortent très bien. Et tout va bien dans leur vie. Et à quoi Sony répond: ah bon, Nintendo? Vous voulez qu'on soit Nintendo? Vous voulez qu'on soit comme Nintendo? Comme Nintendo? Ah. Donc, c'est un peu ça, hein. C'est littéralement un peu ça, parce que du coup, d'un côté, ça sous-entend que, en fait, Nintendo, c'est surtout une société qui fait beaucoup de jeux family-friendly, et qui, grosso modo, s'adresse à un public qui n'a rien à voir avec les jeux de 18 ans et plus, voilà. Waouh. Et que, grosso modo, comparer Sony à Nintendo, c'est mettre Sony au même titre qu'une société qui produit des jeux surtout adressés aux moins de 18 ans. Donc, je sais pas, à écouter Sony, ils se sentent mais presque insultés. Moi je dis, il y a que la vérité qui blesse. Hein. Parce que la réponse c'est, mais vous croyez quoi? Ils disent, mais vous vous rendez compte que dans les documents internes de Microsoft, Nintendo se montre très très rarement en tant que concurrent direct de Microsoft? Dans leur dossier de genre les rapports sur la concurrence et sur la stratégie à avoir dans les années à venir, Nintendo, il est là que très rarement. Donc il n'est pas vraiment pris comme un vrai, grosso modo, concurrent pour l'activité de Microsoft. Ils n'ont pas besoin de les contrer, parce qu'ils n'ont pas vraiment de point d'accroche direct. Et du coup, Sony, il est en mode... Mais vous, en fait, vous voulez nous faire sortir de la concurrence directe avec vous. Vous voulez nous mettre au placard. Et comment est-ce qu'on va jouer ensemble alors? On a passé tant d'années à jouer au tennis tous les deux ensemble, à se renvoyer la balle. Et du coup, voilà, Sony, il est très véhément. Vexé presque de se faire comparer à Nintendo. Ils ont fait après derrière, je sais pas si tu l'as vu. Une remarque que ferait toute personne un peu vexée. Dis-moi. C'est-à-dire que quand t'es vexé, mais tu sais, en mode oh, il y a que la vérité qui blesse. Hein. Et Sony a fait la remarque de la personne, la remarque de trop, tu vois. J'écoute. Fais-moi la remarque de trop. La remarque de l'hôpital qui se fout de la charité. Ils ont dit ah ouais. D'abord, si nous on est Nintendo et que Microsoft, c'est les seuls qui font des trucs pour le grand public, il y a des risques qu'ils augmentent le prix de la Xbox, hein. C'est marrant. Non mais c'est drôle. C'est rigolo. D'abord, hein. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Nintendo Family Friendly? Non. Et là, ils te sortent un screen de Bayonetta à poil dans le rapport. Dans le rapport au juge, t'as Bayonetta 3 quand elle est à poil et qu'elle danse sur un monstre. Nintendo Family Friendly, regardez Bayonetta. Hein. Mais c'est littéralement le seul jeu. C'est le seul. Oui, mais c'est suffisant. Non mais je suis sûr que c'était le CM Microsoft, il allait voir en fait un thread de Nintendo c'est family friendly, non regardez, et puis je suis sûr que si le Bayonetta 3 ça ne marche pas, il te sort une photo du boule dans Arms. Oui. Ou du boule de la princesse Zelda. Très probablement, mais dans ce cas-là il faudrait que quelqu'un lui dise, puisque je veux voir s'il va vraiment le faire. Oui mais du coup ils ont parlé aussi de plein de jeux tiers. Grosso modo, qui s'adresse au public adulte, des jeux de tir, de jeux un peu de gore, il y a des jeux d'horreur, etc. quoi, qui sont proposés aussi. Même sans prendre le screen,
prends Metroid Dread, tu peux pas dire sereinement que c'est pour un public d'enfants, quoi. Ah non, pour vraiment. C'est un peu édulcoré, mais ça prend des codes de l'horreur quand même. Mais du coup- c'est de l'Alien. Aliens, bah pour les enfants, quoi. Vous inquiétez pas, Sony, vous voyez, il y a pressant, Metroid Bayonetta chez Nintendo, donc tout va bien se passer. Non mais je te jure, la réponse de Microsoft, bah non, c'est pas pour les enfants. Regardez, screenshot de Bayonetta 3. Non, mais c'est magnifique. Donc, vous voyez, c'est tellement trop de drama, mais c'est drôle du coup que Sony s'offusque de se voir relégué au rang de Nintendo bis, quoi. Ça fait des semaines et de semaines maintenant qu'on suit ce match de gifles Oui. de milliardaires. Et c'est juste vraiment... Moi, j'aime bien me réunir le week-end avec les copains. On regarde des compétitions de grands types qui se mettent des claques. Mais c'est une ligue, hein, vraiment, Ouais. de grands Oui, types oui, qui je se mettent connais, des claques. ouais. Et on est très fans. Et là, vraiment, j'ai la même sensation. Quand on commente semaine par semaine Sony et Microsoft. Oui, mais ce type de procès, surtout à l'anglaise, avec le droit anglais, américain, britannique, etc., c'est hyper intéressant à suivre parce que c'est très théâtral et c'est un spectacle, mais un continu sur plusieurs mois, c'est magnifique. Hein. Ah, mais là, il y a à boire et à manger, là, mais c'est 10 sur 10. Ah non mais complètement. Et bon alors, si on veut être un peu sérieux 2 minutes, c'est très couillon. Enfin, vous vous rendez compte que c'est du drama et que les deux sont des drama queens, hein, fondamentalement. Oui. Même si bon, Sony joue quand même la carte du l'hôpital qui se fout de la charité, parce que bon, Bah, finalement, je on trouve... a peur qu'ils augmentent les prix de leurs consoles pour le consommateur, c'est pas très bien. Oui, mais du coup, pareil, je trouve que c'est pas Mais ouf qu'ils dénigrent Nintendo, du coup, derrière. oui, mais si tu veux derrière, je veux dire autant tu peux blaguer sur le fait que Obvious Sony a le seum. Oui. C'est rigolo, mais à côté, tu peux pas non plus nier que c'est un fait que Microsoft, ils sont dans ils essayent d'imposer leur imagerie Mhm. de comment est-ce qu'ils voient le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que si Nintendo va bien en ce moment, c'est parce qu'ils sont sortis de la concurrence. Mais nous, on n'a pas envie de sortir de la concurrence, on veut faire sortir Sony de la concurrence. Donc, dans leur imaginaire, c'est en train d'essayer de construire un monde dans lequel eux, ils ont tout le gros budget, Mhm. des gros éditeurs, et puis en face, t'as PlayStation qui fait ses PlayStation Studios, ils font leur truc, là, God of War, c'est bien, tout ça. Et puis t'as Nintendo qui fait ses petites magouilles dans son coin. Le monde idéal de Microsoft, c'est pas de concurrence, chacun fait ses magouilles. Chacun sa niche. Chacun sa niche. Du C'est un coup- peu ce qu'ils essayent un peu de force d'imposer avec le rachat d'Activision, tu vois. Je vais rebondir là-dessus également parce que c'est pas tout. Bah là c'est du drama, là c'est du soap opéra, c'est hyper agréable à suivre. Par contre il y a un truc un peu plus sérieux et un peu plus vrai, dur, qui peut mettre fin à toute cette histoire-là de rachat d'Activision Blizzard, mais presque en claquant les doigts. Vous savez ce que c'est ? Ça s'appelle Federal Trade Commission. C'est aux États-Unis. C'est une commission qui parle des rachats, qui parle de la concurrence et qui s'occupe de beaucoup de procès contre des grosses boîtes, justement pour gérer les abus de pouvoir et les abus de concurrence et de monopole. Ça rigole pas du tout. Et eux, figurez-vous qu'ils s'intéressent au cas de rachat d'Activision Blizzard. Et ça risque de juste tout arrêter là tout net. Donc ça peut fermer tous les rêves, ça peut arrêter tous les rêves de Microsoft vis-à-vis de ce rachat-là. Il faut savoir que c'est une agence indépendante américaine dont le directeur a changé il y a quelques mois. C'est même pas la nouvelle responsable a été nommée en 2021 par Joe Biden. Il faut savoir qu'il est réputé pour sa critique envers la position dominante des GAFAM. Mmh. Sous sa direction, ils se sont déjà attaqués à Meta. Ouais. Et ils ont fait arrêter le rachat d'une application de réalité virtuelle par grosso modo une appli dans la réalité virtuelle par Meta. Ils ont arrêté également aussi l'achat d'une société par Nvidia. Pareil aussi parce qu'ils ont dit ça va freiner l'innovation dans le secteur. Et ils peuvent aller très loin. Donc ça peut commencer par juste, ils arrivent, ils disent alors on n'est pas d'accord, on vous conseille d'arrêter tout de suite. Mmh. Sinon, on va au procès. Et si ça va au procès,
ça risque vraiment de frapper très fort parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour le coup des procès vis-à-vis de la contre-concurrence, etc. pour le monopole et là ça amène des grosses pertes pour les boîtes. On a tendance à l'oublier, mais s'il y a un plus gros que l'autre dans l'histoire, c'est bien Microsoft. Exact. Pas Sony. On a beau se moquer de Sony, Sony est quand même... Ça reste des milliardaires, mais ils sont moins milliardaires. Oui, nettement moins milliardaires. Nettement moins milliardaires. C'est le... Voilà. Et donc du coup, si cette agence-là, elle rentre en jeu, on peut pas être sûr que Activision sera acheté. Très bien. Eh bien, merci Elena. Bah de rien. C'était super intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à nous. Oui, bravo. Remercions-nous. Merci beaucoup à vous aussi qui nous écoutez. On a terminé ces Blast News. Pour aujourd'hui. J'ai volontairement pas parlé de tout ce qui s'est passé avec la fermeture de Gamecult, etc. Je vous invite à aller l'écouter. Du coup, Silence on joue si vous voulez plus d'informations. Le podcast de Libération ou d'aller voir un petit peu pareil ce que c'est les écrits d'Oscar Lemaire sur le sujet, un petit peu pareil d'articles de Libération, Le Monde qui a écrit dessus aussi sur la question de la place de la presse spécialisée jeux vidéo. C'est grave quand même. C'est très grave, mais j'estime on n'est pas un organe de presse nous-mêmes, donc c'est compliqué d'émettre un avis là-dessus, à part dire qu'on les soutient et qu'on espère que tout le monde va trouver du travail à la suite de tout ça. C'est plutôt compliqué de se positionner là-dessus. Je comptais quand même donner un petit mot à la fin. Voilà, parce que je trouve que c'est très important, moi, même étant abonné à Gamecult, je pense j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que ça fait partie de notre fil d'actualité, et ça restait, du coup, l'actualité la plus qualitative qu'on avait dans notre flux RSS. Les seuls qui ne faisaient pas de bons plans Black Friday jusque-là. Bon courage à toutes et à tous. Bon courage à tout le monde. Et essayez quand même de suivre les derniers mohicans de la presse jeux vidéo spécialisée. Il n'en reste plus beaucoup. Conseil personnel en gratuit, vous avez Actu Gaming qui s'en sort très bien. C'est un site qui a été amateur pendant très longtemps, mais qui a tendance à se restructurer pour essayer qui porte sur ses épaules le fait que c'est pas hyper intéressant la presse internet jeux vidéo en ce moment, en France en tout cas. C'est même très très compliqué, c'est peut-être même le dernier intéressant, je dirais, Actu Gaming. Et sinon, en presse papier, parce qu'il en reste même plus beaucoup, c'est Canard PC et JV le mag. Bref, merci encore une fois à toutes et à tous, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut.